Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour Céline. Bonjour à tous. Je voulais d'abord vous parler d'une femme, du visage d'une femme. Il occupe presque toute la une du quotidien régional Le Havre Libre. Alors d'abord, on ne voit qu'elle, sa main sur ses yeux pour cacher sa peine, ses larmes évidentes. Pourtant, la douleur est bien présente sur sa bouche qui laisse manifestement échapper un sanglot. Qui est cette femme ? Eh bien, la légende m'apprend que c'est une proche de victime du crash du Boeing en Ukraine. Mais elle aurait pu être aussi une Palestinienne, cette femme, une Israélienne ou encore une passagère choquée d'un des deux trains qui sont entrés en collision en France. Un visage de femme qui résume presque à lui seul toute l'actualité de ce vendredi dans la presse. Samuel, c'est d'abord le crash du Boeing de la Malaysia Airlines qui fait les titres de la presse ce matin. Oui, des titres en forme de questions, d'interrogations, de suspicions. Aucun journal ce matin ne se risque à l'affirmation. Crash mystérieux, dit le Courrier Picard. Qui a abattu le vol MH17 s'interroge la Dépêche du Midi. Après le crash, la confusion, écrit encore Sud-Ouest. Question, interrogation, suspicion. Mais déjà, de ce drame, on peut tirer des conclusions. Sur la sécurité, tout d'abord. Que dire aujourd'hui aux passagers qui s'apprêtent à prendre un avion? Voilà la question que pose le Parisien à un expert en sécurité aérienne. Et ce monsieur, il répond qu'ils vont bien arriver à destination. Ce drame ne change rien à la fiabilité de leur vol. Pourtant, des pilotes d'Air France, interrogés par Le Figaro, disent, eux, ceci, que les missiles ou les avions de chasse sont une inquiétude permanente pour eux dans les zones géopolitiquement chaudes. En Afrique, par exemple, dit l'un d'eux, on craint les missiles au décollage et à l'atterrissage. Et puis à l'altitude de croisière, on fait le nécessaire pour être vu et bien identifié comme un vol civil. Ça fait froid dans le dos, commente l'Est républicain. C'est une évidence. Tous les jours, à 10 000 mètres d'altitude, dans un ciel qu'ils imaginent protégé, des milliers de passagers risquent leur vie en traversant des zones de guerre. Conclusion déjà sur la sécurité. Conclusion encore, Maxime, sur l'évolution du conflit ukrainien. Le Figaro parle ce matin d'un tournant. S'il s'avère que le Boeing a bien été abattu par un missile, il y aura un avant et un après 17 juillet. Dans la grande guerre médiatique et diplomatique qui se joue à travers la planète, le camp fautif aura perdu une bataille cruciale. Dans la paix comme dans la guerre, il y a des moments clés, écrit Arnaud de Lagrange. Il y a parfois, dans les conflits, un tir de trop. Conclusion sur la sécurité aérienne, conclusion sur l'évolution de ce conflit, conclusion enfin sur les responsabilités dans cette guerre. Pour François Sergent de Libération, les passagers du Boeing sont les victimes d'un conflit qu'on a laissé perdurer. Cette tragédie doit inciter la communauté internationale à trouver une solution à cette guerre au cœur de l'Europe. Question, interrogation, suspicion, je vous le disais tout à l'heure après ce crash, dans la presse internationale. Certains ne s'embarrassent pas et en sont déjà aux affirmations. Poutins missile, le missile de Poutine, c'est le titre qui barre ce matin la une du Sun britannique. D'un conflit à un autre, Samuel, l'autre grand titre de la presse ce matin, c'est le conflit au Proche-Orient. Oui, à l'instant j'évoquais l'édito de Libération appelant la communauté internationale à prendre enfin ses responsabilités dans ce conflit ukrainien. Comme en écho, Le Monde lance le même appel aux grandes puissances à propos du conflit, cette fois entre Israël et les Palestiniens. En une du journal, il y a une plage qui ressemble à toutes les plages, insouciantes et ensoleillées du monde, sauf que sur celle-ci, dans les bras d'un homme, il y a le corps d'un enfant victime de bombardements israéliens. Indifférence. Le pire, dans ce dernier épisode d'une guerre qui n'en finit pas, écrit Le Monde, c'est l'indifférence qu'il suscite. Pourquoi ? C'est simple. Ce conflit a beaucoup perdu en importance stratégique. Il y a guère de risques qu'il déborde dans la région. Fin de la guerre froide, moindre importance du gaz et du pétrole de la région pour l'approvisionnement des États-Unis et de l'Europe, explique Alain Frachon. Alors pourquoi intervenir ? La guerre au Proche-Orient, le crash du Boeing, du coup la collision entre deux trains en France passe presque inaperçue. Oui, peu de place en effet dans les journaux pour cet accident qui a fait 40 blessés, mais qui aura pu avoir des conséquences bien plus graves un an après le drame de Brétigny. Intéressant dans le Parisien aujourd'hui en France, les propos d'un responsable syndical de la SNCF qui ne comprend pas comment un tel accident a pu se produire. Comment le TER a-t-il pu percuter le TGV immobilisé devant lui? Ça veut dire qu'il n'a été prévenu de sa présence ni par radio, ni par la signalisation, et que le conducteur n'a pas vu à temps l'obstacle devant lui. Pour lui, cette
incroyable. Depuis que ces propos ont été recueillis, on a appris, Hélène Zélani nous le rappelait tout à l'heure, que le système de signalisation était en maintenance. Ce responsable syndical pourrait manifestement avoir vu juste. Et si on se changeait un peu les idées? Oui, en ces temps de dures actualités, de catastrophes, c'est aussi ce que je voulais vous proposer ce matin avec cette exposition qui vient de débuter à Paris, manifestement réussie puisque Le Figaro, La Croix et Le Monde y consacrent des articles conséquents. L'envol du dragon, c'est le nom de cette expo qui s'ouvre au musée Guimet à Paris, où 3 millénaires de l'histoire d'un pays, le Vietnam, sont survolés à dos de dragon. Cet animal mythique très présent dans les représentations historiques et artistiques vietnamiennes. Et c'est dans Le Figaro notamment qu'on apprend qu'en Asie, le dragon n'a rien à voir avec son image chez nous, en Occident, hérité de notre Moyen-Âge. Ça n'est pas un démon, il peut être protecteur. Et j'aime le lyrisme de Florence Évin dans Le Monde pour nous expliquer tout cela. J'aime ce passage à propos du dragon, je vous le lis. Solaire, puissant, au sang chaud, il est le yang qui vit dans les cavernes sombres du yin, bienveillant. Il s'assure de l'équilibre des contraires pour maintenir l'harmonie dans un monde en perpétuelle mutation. C'est beau, non ? C'est beau, c'est effectivement. Beau. Et c'est beau comme cet envol du dragon, cette exposition qui vient de débuter, donc c'est à voir, je pense, au musée Guimet à Paris. Un clin d'œil dans cette revue de presse, Samuel. Vous nous invitez à lire le Parisien Magazine. Oui, l'été est chaud, enfin chaud, on l'a vu tout à l'heure dans la météo de Laurent. Alors on va en profiter pour découvrir le slow sex. Voilà la proposition. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu malhonnête tout de même, vous allez voir. Du Parisien Magazine, il paraît que c'est un phénomène de société aux États-Unis, que c'est très sérieux, on ne parle plus que de cela là-bas. Le slow sex, eh bien c'est quoi? C'est la décélération érotique. Le fait de prendre son temps au lit, pour faire simple. Par exemple, pour commencer, on peut s'asseoir et respirer l'un en face de l'autre pendant 5 minutes. Bon, après on continue par un massage. 30 minutes chacun. Ensuite, il faut mettre de l'encens, des bougies parfumées, des fleurs, des petites douceurs. Ça prend 3 jours. Voilà. Alors le risque, bien sûr, c'est de s'endormir. Oui. Et puis, il faut avoir du temps. D'ailleurs, le psy, interrogé par le magazine, conseille de prendre rendez-vous avec son partenaire pour être sûr que ça rentre dans l'agenda. À mon avis, le slow sex, ça doit souvent finir par du no sex. Oui, c'est une possibilité, effectivement. La revue de presse, merci beaucoup Samuel Etienne. La revue de presse tout cet été avec Samuel sur Europe 1.